Bonjour. L'an dernier, je faisais une présentation sur le thème, donc à Time World, sur le thème de la construction. Et sur ce thème de la construction, j'avais développé comment développer ou créer une marque forte. Et aujourd'hui, on est simplement un an après, et je vais presque vous dire le contraire. C'est-à-dire qu'il s'est passé de tels bouleversements. Et on a la chance aujourd'hui d'être dans un congrès Time World sur l'énergie. Sur l'énergie, il s'est passé énormément de choses, puisqu'on est passé d'une énergie fossile à progressivement une énergie qui est beaucoup plus désirable, beaucoup plus acceptable, en tout cas pour la planète. Eh bien, en fait, parallèlement à cette évolution sur l'énergie, il s'est passé à peu près la même chose, et sans doute à peu près à la même vitesse, voire plus, autour des marques. Alors, donc, quels sont les trois carburants aujourd'hui et quels étaient les carburants hier? Comme l'a dit Michel, j'ai passé ma vie professionnelle autour d'un axe qui est la marque, et la marque, cet axe, c'est à la fois comment créer de la valeur et comment raconter des histoires qui plaisent aux gens. Et je cite souvent cette définition absolument non universitaire de la marque qui consiste à dire une marque, c'est une belle histoire qui peut rapporter des sous. Et donc depuis toujours, c'était un petit peu ça. Naturellement, je m'intéresse entre autres à les nouvelles générations et à ce que j'appelle la génération Bovary, qui est une génération néo-romantique qui est assez intéressante, dont on reparlera. Donc hier et aujourd'hui, en fait, un même objectif pour une marque qui est être pertinent et être cohérent. Et hier, on pouvait dire que être pertinent, c'était la chose la plus importante. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, être cohérent, c'est encore plus important aujourd'hui. Alors pourquoi? On va le voir. En fait, c'est que dans cette logique de création de valeur, globalement en marketing, la marque, le branding, donc la stratégie des marques, est la fille un peu indigne du marketing. Le marketing cherche à développer des parts de marché, et la marque cherche à créer de la valeur. Si vous achetez une marque connue, vous payez plus cher qu'une non-marque ou qu'une marque inconnue. Et donc, à partir de ça, toute la logique des marques, c'est cette logique, en effet, de vendre mieux du côté de l'entreprise, c'est-à-dire de vendre plus cher. Et on voit bien que dans les comparatifs, vous avez d'un côté Yves Rocher qui, globalement, se vend 4 fois moins cher que L'Oréal, et on voit bien qu'à la sortie, L'Oréal est beaucoup plus riche, si vous voulez, qu'Yves Rocher. On a la même chose avec Coca et Red Bull, et Red Bull se vend 5 fois plus cher au litre que Coca-Cola, qui déjà se vend cher, donc c'est déjà une vraie marque, mais Red Bull est une marque encore plus affirmée. Alors j'ai mis une photo sur les pâtes alimentaires, on voit bien qu'il y a toutes les gradations possibles, Rivoire Carré, Barilla, De Cecco, etc., dans les pâtes alimentaires qui chacune se positionne de façon un petit peu différente. Alors sur les marques pour lesquelles j'ai travaillé, en fait on s'aperçoit que sur les étapes d'hier, on va avoir 3 éléments qui sont importants. Le premier, et qui est très chahuté aujourd'hui, c'est d'essayer de plaire au maximum de gens. Lorsque je travaillais pour Boiron, l'objectif c'était que l'homéopathie devienne la santé du XXIe siècle et globalement challenge à part à peu près entière avec la médecine traditionnelle. On voit bien que chez Coca-Cola, c'est également de devenir la boisson un peu universelle des nouvelles générations et de toutes les générations. Et à chaque fois, autour des marques, en fait, c'est une logique un peu de combat qui est développée, si vous voulez. Samsung, c'est être moins cher que
Apple, si vous voulez. Les logis, eh bien, c'était l'anti, en quelque sorte, enseigne et restauration un peu industrielle, si vous voulez, etc., etc., jusqu'à des marques comme Caporal, qui étaient des marques assez affirmées, si vous voulez, et qui sont assez intéressantes. Alors, en fait, qu'est-ce qui sous-tend? Et depuis que j'ai commencé à travailler sur les marques, mon premier bouquin est de 96, si vous voulez, donc il y a globalement 25 ans, j'ai une obsession qui est pourquoi les marques ça marche. C'est une vraie obsession, c'est-à-dire que globalement, on est dans un monde où on se dit la consommation, faudrait la rejeter, la surconsommation en tout cas, faudrait la rejeter, et année après année, génération après génération, les gens continuent de dire qu'ils aiment les marques à peu près à 60%, dans les périodes plus tendues à 55%, dans les périodes moins tendues à 65%, mais c'est aux alentours de 60%, donc c'est hyper important. Et que globalement, et on le voit aujourd'hui, il y a des contestations de beaucoup de choses dans la société, mais pas de contestation des marques. Donc c'est vraiment intéressant, si vous voulez, de voir ça, et c'est bon. Et donc, en fait, je me suis interrogé, et en réfléchissant et en travaillant dans mes travaux de recherche avec d'autres collègues, si vous voulez, en fait, je suis arrivé à la conclusion qui est que celui qui est donné, là, c'est des citations de Martin Meyer de l'Institut de psychologie de l'Université de Zurich, mais d'autres disent à peu près la même chose. Le professeur Laborit disait à peu près la même chose. Notre cerveau est programmé pour la survie immédiate, se nourrir et éviter les dangers. Notre cerveau a très peu changé au cours des 40 000 dernières années. De facto, nous possédons un cerveau de l'âge de pierre. Et en fait, c'est assez intéressant, si vous voulez, ce qui est dit aujourd'hui par les neurologues, les neuropsychologues, hein, tout ce qui travaille autour de la neuroscience, si vous voulez, c'est que finalement, depuis 40 000 ans, on est structuré à peu près de la même façon, et on est structuré autour d'une idée, d'un besoin vital, plus qu'une idée, qui est de survivre. Et donc, en fait, si vous voulez, comme Sapiens, nous, on est fondé là-dessus, on va s'apercevoir, en fait, que les marques, elles nous permettent de survivre. Et c'est la raison pour laquelle, malgré toutes les contestations qu'il peut y avoir, eh bien, en fait, c'est un repère pour survivre. Alors, à la fois pour survivre au sens premier du terme, je dirais les marques de médicaments. Hein. Les marques de médicaments sont des marques extrêmement fortes. Hein. Les gens connaissent leur nom de médicaments, d'où la difficulté d'imposer des marques génériques, hein, globalement des génériques dans le médicament, parce que les gens sont très attachés à leur marque, même si c'est la même molécule à la sortie. Également au niveau de la grande distribution, des surgelés, etc., si vous voulez, parce que au sens premier du terme, ça me permet de vivre pas mal sans dépenser trop, quoi. Hein. Et donc, on retrouve sur les premiers éléments qui sont à la fois sécuritaires du côté des marques de médicaments, de l'hygiène, etc., mais également des marques de nourriture qui sont extrêmement importantes. Et on voit à quel point des marques comme Danone, Nestlé, etc., sont hyper importantes pour nous. Et alors, survivre, on peut l'écrire en un mot, on peut l'écrire en deux mots. Et c'est là où on passe, hein, si on reprend la fameuse pyramide de Maslow, des marques initiales importantes pour survivre au sens premier du terme, et le deuxième élément, qui sont des marques pour survivre, pour mieux vivre et pour se distinguer socialement, et donc qui est un point qui est hyper important, puisqu'en fait c'est le deuxième élément. Survivre en un mot, survivre en deux mots. Hein. Donc en fait, au sens premier du terme, presque la préhistoire, et au sens second du terme, qui est globalement, dans un élément social, arriver à s'en sortir à peu près. Mais quand on fait référence un peu à l'archéologie, puisqu'on est là sur ce type d'éléments, on s'aperçoit que quand on trouve des tombes, hein, qui datent d'il y a
3000 ans, 4000 ans si vous voulez, et on en trouve aujourd'hui qui ont quasiment 30 000 ans si vous voulez des ossements. Eh bien à chaque fois on s'aperçoit qu'on a deux types de tombes. On a celle où on trouve le corps, où tombe ou pas tombe, en tout cas on trouve les ossements, et d'autres dans lesquelles il y a des bijoux, il y a des parements, il y a des choses, si vous voulez, qui distinguent un peu socialement. Donc en fait, cette logique, après quoi je cours depuis 30 ans, si vous voulez, c'est pourquoi les marques, ça marche? Ça marche parce que ça nous permet de survivre. Et alors, donc, dans une logique des temps anciens, comment les marques s'imposaient pour nous permettre de survivre? Le premier élément, c'est d'être connu. Et donc, le premier travail, en particulier des premiers publicitaires, c'était un travail sur du beau, du bon, du bonnet, il n'y a que maille qui maille, et si vous voulez, qui était de la répétition, de telle sorte que finalement, on mémorise, et souvent, on pense, nous, le bon peuple, que globalement, quand on connaît le nom d'une marque, c'est que c'est une bonne marque. Ce qui n'est pas du tout dire que ce soit vrai. Le nom peut être connu et les produits peuvent être très médiocres, mais globalement, c'est la première approche qui est donnée. La seconde approche qui nous a été donnée par les marques, et ça c'était dans les années 80-90, c'était de dire finalement, les marques, alors souvent c'est des mots qui sont réenchantés, mais c'est des mots que je déteste absolument, c'est les marques réenchantent le monde. En fait, ça réenchante rien du tout, si vous voulez, mais c'est simplement que par rapport à une communication, une information produit qui était assez rigoriste et assez informationnelle, la marque, elle nous faisait rigoler, quoi. Elle apportait une manière de sourire complémentaire. Alors, j'en ai trouvé une que je connaissais pas pour préparer cette intervention. Êtes-vous ravi au lit par les raviolis Panzani? Alors, je la connaissais pas, mais je la trouve assez intéressante. Le sommet pour moi de cela, c'est la marque Axe, qui est le déodorant masculin, si vous voulez, et qui finit par nous dire plus t'en mets, plus t'en as. Et donc c'est le produit typique, si vous voulez, pour que, messieurs, les filles et les femmes vous tombent dans les bras simplement grâce à ce déodorant. Donc ce côté un peu magique, si vous voulez, qui était développé. C'était la deuxième étape. Troisième étape, on a eu une étape également. Après, c'était plutôt dans les années 90-2000, si vous voulez, qui était de dire non, il faut qu'on redevienne un peu sérieux. Alors il y a eu des papes de la communication, comme David Ogilvy, qui, pour Rolls-Royce, avait fait une publicité, donc avec beaucoup de textes, vous voyez, noir et blanc, avec beaucoup de textes, et qui nous disait, en fait, à 150 à l'heure dans une Rolls, le seul bruit que tu entends, c'est celui de la montre. En fait, aujourd'hui, comme les montres ne font plus de bruit, plus aucune voiture ne fait de bruit, mais c'est assez intéressant, c'était de commencer à aller vers un élément un peu plus, entre guillemets, intelligent, en tout cas un peu plus rationnel qui était donné. Donc, élément premier, dans encore ce que je disais il y a un an, la marque, par le fait qu'elle se distingue, soit au niveau notoriété, soit au niveau de l'image, de la qualité de l'image, si vous voulez, finalement, elle faisait qu'on s'en souvenait et qu'elle différenciait en quelque sorte. Et il y a 5 ans, il y a une publicité qui est sortie, qui est de Patagonia, donc la marque de vêtements, j'allais dire, RSE qu'on connaît bien, et qui nous écrit « Don't buy this jacket ». Achetez pas cette veste. Et donc dessous, c'était « Sauf si vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin, mais n'achetez pas ». Et donc, qui était un premier acte, si vous voulez, de non-consommation ou d'affirmation, en tout cas de communication, de consommation qui est très différente. Et alors c'est un tournant, et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui, dans quel virage on est, parce qu'on est en train de changer, et on est en train de passer d'une marque connue de tout le monde, et globalement qui veut vendre au maximum de gens, une marque de mass market,
à des marques qui sont très différentes, si vous voulez. Pourquoi? D'abord parce que nous, en tant que citoyens, on s'est aperçu que la consommation, l'hyperconsommation, ça avait pourri le monde comme pas possible. Hein? Alors on le voit, je dirais le plus lisible, hein, ce sont ces montagnes de déchets, alors qu'ils soient électroniques, qu'ils soient de vêtements, qu'ils soient de tout ce qu'on veut, qu'ils soient d'emballage. Hein, on voit tous les problèmes que ça pose, c'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, c'était pas très visible, voire c'était caché, ou ça pouvait être traité. Au niveau où ça en est aujourd'hui, ça ne peut plus l'être. Et donc il y a déjà qui accompagne le virage dont by this jacket, déjà toute cette logique de seconde main, qui représente quand même aujourd'hui 10%, donc qui est intéressant, c'est pas nul, j'ai lu ça aujourd'hui, sur l'électronique et sur les vêtements, ça représente 10%. Et une naissance d'énormément de marques, alors qui sont connues finalement de pas trop de gens, mais qui vivent très bien, parce qu'elles vendent très cher. N'oublions pas que la logique de la marque reste la même, qui est la création de valeur. Elles vendent très cher un certain nombre d'éléments, si vous voulez. Alors, sur quoi est fondée, en fait, cette logique? C'est fondé, me semble-t-il, et c'est là où il y a une grande différence par rapport à ce qui se passait avant, que vous et moi, en tant que consommateurs, on est devenus des émetteurs de notre propre vie et des émetteurs du monde. Autrement dit, qu'est-ce que nous ont permis les réseaux sociaux? C'était plus les marques qui s'expriment et nous qui suivons, c'est nous qui nous exprimons, et peu ou prou les marques qui suivent, ou en tout cas avec une rencontre assez d'égalité entre ces deux éléments, et c'est un des points qui est extrêmement important, c'est-à-dire que globalement, on pourrait dire Coca-Cola, c'est moi. Hein? C'est-à-dire que la marque, c'est moi, et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et dont on est en train de prendre conscience, puisque je vous rappelle que les premiers réseaux sociaux, il y a une génération, c'est 2005-2007 hein, pour Facebook, donc c'est extrêmement récent, si vous voulez, une quinzaine d'années, et donc c'est extrêmement récent, et ça demande toujours une génération hein, pour que les choses se mettent en place. Et donc, ça signifie également que finalement, faut être visible, mais de façon presque invisible. Hein, c'est-à-dire, c'est moins le mass market qui s'impose aujourd'hui, c'est plus le travail via, on va dire, les réseaux sociaux pour faire simple, hein, c'est-à-dire que on essaye, les marques essayent d'être visibles, mais de façon beaucoup plus secrète et bien moins affirmée. D'abord, pour une raison, c'est que les gens regardent moins la télé, quoi. Hein, et que la messe du 20h, les gens peuvent regarder le 20h, mais ils le regardent en replay quand ils ont du temps, enfin, etc. Donc, ça change. Et alors, le troisième élément qui est important et qu'on va revoir, c'est que, comme on a pris l'habitude de s'exprimer les uns les autres sur les réseaux sociaux, qu'on est nous-mêmes quasiment la marque, hein, et qu'on essaye de créer son propre storytelling et de s'imposer ès-qualité, eh bien, le consommateur a besoin d'agir. C'est un consommateur agissant, alors pas toujours au sens où on l'entendait jusque-là d'un consommateur. Alors c'est vrai qu'il y a ça, mais globalement, il veut participer en quelque sorte à ça. Alors, donc sur ces trois niveaux carburants que je vous ai promis, c'est le premier, je veux voir ce qui se passe. Je veux absolument voir ce qui se passe. Je retourne l'étiquette dans tous les sens, je retourne l'entreprise dans tous les sens, et c'est ce qu'on appelle la transparence. Alors ça, c'est quelque chose qui, à 20 ans, n'existait pas du tout. On attendait la belle histoire de la marque, et globalement, il y avait un écran de fumée derrière, dont peu ou prou, en tant que consommateur, sauf quelques consommateurs très attentifs, tout le monde se moquait. Hein, on nous racontait une belle histoire, Marlboro et le cow-boy et Lévis et le chercheur d'or, etc. Et ça nous allait très bien. Deuxième élément, donc le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, et dès qu'une marque affirme quelque chose et qu'elle a quelques millimètres d'écart ensuite, elle est traitée de greenwashing et globalement, elle s'écroule très très vite.
Le deuxième élément, c'est qu'en effet, comme on a pris l'habitude d'affirmer, ben on affirme avec émotion et on affirme, je dirais, de façon clivée. Hein. C'est-à-dire que est-qualité personnelle des uns des autres et on le fait de façon clivée. Et troisième élément, on a besoin de participer. Alors on dit aujourd'hui d'être instagrammable, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on doit être dans la marque et on doit faire quelque chose avec la marque, hein, globalement. Donc, je veux voir, je veux m'affirmer et je veux faire. Alors, c'est quasiment l'inverse de ce que je vous ai dit il y a un an. Puisqu'il y a un an, si vous voulez, enfin il y a un an, ou il y a 5 ans, hein, globalement, ce que je disais il y a un an qui était des éléments de fond sur le branding, la transparence a intéressé assez peu. Le clivage, pas trop, plus la marque était forte, plus elle faisait de publicité et mieux c'était. Et globalement, on ne voulait pas trop participer, on recevait un petit peu ce qu'on avait. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 exemples, si vous voulez. Micro sur des chaussures, si vous voulez, vegan, où la marque nous dit « Nous ne laissons rien au hasard », c'est intéressant, hein, si vous voulez, « Nous ne laissons rien au hasard », c'est-à-dire que vraiment, c'est un engagement pour vous garantir des produits qui ne marchent ni sur l'environnement, ni sur les hommes et les femmes impliqués dans le process de fabrication. Donc c'est très clivant, hein, si vous voulez, c'est une affirmation qui est extrêmement clivante et qui finalement dit aux gens qui ne sont pas très intéressés par le vegan, dit ben, c'est pas pour vous. Hein? Souvenez-vous ce que nous disait Patagonia, qui nous disait don't buy this jacket. Hein, globalement, ben, c'est pas pour toi. Hein? Si t'es pas comme ça, mon cher Georges, c'est pas pour toi. Il y a une marque qui a émergé beaucoup et dont on parle beaucoup, c'est 1083, qui est une marque de jeans complètement fabriquée en France. Hein. Et donc lancée en 2013 grâce à un financement participatif sur Ulule, notre marque de vêtements 1083 est née pour relocaliser entièrement les savoir-faire du tissage et de la confection de jeans en France. Cela a impliqué de réinstaller un maximum de chaînons de la production dans l'Hexagone. Hormis la culture du coton, 1083 relocalise toutes les étapes de la fabrication de jeans en France, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection et le délavage des jeans. C'est intéressant parce que, vous voyez, c'est toutes les étapes qui sont décortiquées en disant au consommateur, tu peux aller voir jusqu'au bout complètement de ce qui se passe, si vous voulez, et qui est intéressant. Alors j'ai mis en 3e marque, mais j'aurais pu en traiter plus, mais le temps est un peu limité, la marque My Cosmetics, si vous voulez. Eh bien, globalement, elle s'appuie sur le fait qu'on peut fabriquer soi-même ses cosmétiques. Alors, à la fois, c'est très personnalisé, hein, on s'affirme, etc., et le consommateur devient émetteur, mais il devient acteur complètement jusqu'au bout, si vous voulez, vous permettre de réaliser des produits personnalisés et adaptés à vos besoins, si vous voulez, qui est intéressant. Et donc, en fait, quand on regarde ce qui se passe du côté des marques, on retrouve ce qui se passe, et c'est normal, et c'est naturel, du côté de la société. Les jeunes ont peut-être réalisé que les changements radicaux qui s'annoncent se feront sentir de leur vivant, et donc ils les préparent complètement, et ils interviennent complètement, si vous voulez, là-dessus. Et donc, c'est un point qui est important, avec sans doute une question vitale, qui est le fait que sur le changement climatique, il y a un vrai débat et il y a des doutes. Alors, tout le monde est d'accord qu'il y a un changement climatique, personne n'est d'accord vraiment d'où il vient, enfin, etc., si vous voulez. Et donc, c'est des éléments qui font qu'il y a plein de débats, mais des débats qui sont très clivants. Et donc, du côté des marques comme du côté de la société. Et alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire, si vous voulez? Est-ce que c'est l'énergie du désespoir, hein, quand on parle des marques, si vous voulez?
Ben, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a un point qui est important qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur le grand retour, et ça ferait plaisir à Michel Maffezoli, on est dans le grand retour des rites et des mythes. C'est-à-dire des éléments tribaux qui étaient très clivants, où une tribu avait des rites très différents de la tribu d'à côté, et ils s'opposaient avec ces rites, et on rentre dans une société très oppositionnelle, et donc des marques très clivantes et très oppositionnelles qui sont développées. Si on reprend les trois éléments dont on parlait, la première, c'est en effet que toute marque, pour se développer ou se repositionner, doit forcir sa conviction, son positionnement. Le deuxième élément, quand elle la forcit, il faut qu'elle puisse ouvrir complètement et être complètement transparente. Et le troisième élément, qui est à peine émergent, mais qui va être très très fort, c'est que les gens veulent participer. Hein? Et comme ils veulent participer, ben demain, ils vont demander de participer à la fabrication du jean, etc., si vous voulez, et d'aller jusqu'au bout, non seulement d'aller voir ce qui se passe, d'ouvrir les portes, mais complètement de participer, en n'oubliant pas quand même ce qui était à l'origine des marques, à l'origine, si vous voulez, qui est le côté narratif. Hein? Puisque je vous disais en début d'intervention qu'une marque, c'est une belle histoire qui peut rapporter des sous, eh bien quand vous regardez les nouvelles générations, donc celles qui sont attentives à ces nouvelles marques et celles qui plébiscitent ces nouvelles marques, eh bien globalement c'est une génération des séries. Hein? Et donc si vous essayez de faire, vous vous souvenez de ce que je vous ai montré de la communication comme Ogilvy avec beaucoup de textes argumentés, tout ça, ça marche plus. Hein, ça marche plus. Globalement, il faut que cette communication, elle soit narrative et que ce soit un petit peu celle d'une série qui est développée. Et c'est assez intéressant, ce qui fait que finalement, construire une marque aujourd'hui, si je fais une synthèse, c'est compliqué. Il faut savoir raconter une belle histoire dans de la transparence, de façon clivante. Alors, de façon clivante, c'est plus facile, hein, puisque c'est des héros, hein, les marques sont des héros qui sont affirmés, mais en ajoutant quelque chose que les marques ont des difficultés à faire, c'est de faire participer leurs consommateurs, si vous voulez. Hein, c'est un des points qui est compliqué, parce que chaque fois que les marques ont essayé, alors je ne parle pas de la marque de cosmétiques que je vous ai montré, mais de faire en sorte que le consommateur puisse participer dans le point de vente, c'est compliqué. Alors il y a une marque qui est arrivée, très bien, une enseigne qui est arrivée très bien, qui est Sephora. Où globalement, si vous voulez, ils ont progressivement écarté, pas toutes les grandes marques, mais enfin pas mal de grandes marques, ils ont mis leur propre marque, mais ils ont permis, via des conseillères de vente et des conseillères de beauté, si vous voulez, ils ont permis à ce que chacun puisse tester des choses, si vous voulez. Et donc, c'est un univers nouveau qui est en train de se préparer. On parlait depuis très longtemps d'expérience consommateur. Je crois que désormais, on s'en approche et qu'on va y être très vite. Voilà, chers amis, pour tenir à peu près le temps imparti, sur ces nouveaux carburants, si vous voulez, qui ont été donnés aux marques, que se sont donnés les marques et les entreprises par rapport à ce que c'était avant. Merci. Merci beaucoup, Georges. Et deux petites questions, une sur Patagonia, non pas pour ce que tu as dit, mais pour le côté vraiment très différent d'avant, parce que il y a toujours eu, il me semble, dans la publicité, un désir de montrer que celui qui achetait se mettait dans une catégorie particulière, notamment les biens de luxe. C'était fondé sur un capital financier, et à l'époque moderne, le capital est culturel. Donc finalement, n'achetez pas cette veste si vous êtes un plouc, mais bien sûr, si vous participez à la culture de pointe, elle est faite pour vous. Voilà. Donc ça, c'est la première question.
Et puis la deuxième, dans les tendances de la fin, il y a cette individualisation, mais en même temps, il y a dans la société une grande recherche de l'inclusivité. On le voit dans certaines des images, les travailleurs, enfin bon. Mais comment ça se combine, individualisation et inclusivité? Voilà, mais Patagonia d'abord, voilà. Oui, alors je vais répondre à la deuxième d'abord, qui est qu'en fait, l'inclusivité, c'est une prise de position. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une affirmation clivante. Hein? Ce n'est pas une volonté, en fait, d'inclure toute l'humanité, c'est une volonté d'inclure tous ceux qui se sentaient exclus ou qui n'étaient pas mainstream jusque-là. Donc en fait, c'est un clivage, un des grands clivages d'aujourd'hui auxquels les gens se raccrochent. Donc en fait, voilà. Alors sur Patagonia, Patagonia a toujours fait figure d'exception parmi les exceptions. Et donc, Chouinard, qui est le patron créateur de Patagonia, alors 2 mots sur Patagonia, il a toujours été très bio dans la recherche des différents produits. Il a toujours refusé de créer des points de vente, il y a tout de suite une dizaine de points de vente à travers le monde, alors qu'il devrait y en avoir 300, 500 ou 3000 globalement. Et dernièrement, il a maintenant un âge un peu avancé, au lieu de céder la marque et l'entreprise à des descendants ou de la vendre, il l'a offert à une ONG. Hein? Donc depuis l'origine, il a été complètement jusqu'au bout. Donc mon exemple de Patagonia, je dirais comme charnière, est un exemple volontaire, c'est-à-dire qu'il a toujours été, je dirais, sur la marge de consommation, sur la transparence. Hein, donc c'était un vrai précurseur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec quand même une difficulté, c'est qu'ont vécu les créateurs de, comment ça s'appelle, découverte, le Patagonia, la française, Nature et Découverte, voilà. Et donc, qu'ont vécu les créateurs de Nature et Découverte, où ils étaient marginaux, hein, et plutôt tournés nature, et globalement, face aux différentes difficultés, ils ont fini par vendre ça à Fnac Darty, qui sans doute, comme l'a fait L'Oréal en son temps, quand ils ont racheté des marques comme The Body Shop, bah, finalement, les ont complètement transformés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une demande derrière ces marques aujourd'hui que le consommateur participe, que d'abord il soit extrêmement attentif à la transparence et qu'il participe. Et donc, la transparence, hein, tant que c'était Nature et Découverte et que globalement on disait le nom suffit, puis quand on rentre, c'est un univers un peu spécial, un peu sympa, sauf que globalement aujourd'hui les consommateurs regardent chacun des produits et vont s'apercevoir que le sifflet, bah, il n'est peut-être pas aussi fabriqué par une tribu d'Amazonie qu'on aurait pu le penser, et qu'il y a peut-être un atelier qui, je dirais pas en Chine, mais en Inde, est en train de le fabriquer. Et donc, si vous voulez, là, il se trouve un peu dans une impasse parce que les générations actuelles sont beaucoup plus clivantes et sont beaucoup plus attentives que n'étaient les générations d'avant. Est-ce que j'ai répondu? Merci. Oui, il disait, oui, je suis impressionné par la notion de l'inclusivité comme un clivage. Oui, oui. C'est ça, qui est un vrai clivage. Ah, oui, merci. Un homme qui décide de dire le contraire de ce qu'il a dit il y a un an, et qui se confesse publiquement avec fierté pour l'affirmer, c'est quelque chose de rare. Avec fierté, mais publiquement. C'est quelque chose de rare. Le vieux monde est mort. La vieille conception du monde est morte. Alors, on n'est pas encore complètement mort, on est dans la phase de l'agonie,
Agonie qui est, je dirais, qui entraîne des changements d'approche, de paradigme, aussi bien dans la vie sociale que dans la perception que l'on a du monde en général, aussi bien qu'il soit politique, social, climatique, environnemental. Et cela se traduit par d'énormes modifications de l'attitude des consommateurs, parce que les gens qui achètent restent des consommateurs, vis-à-vis des fournisseurs de grand public. Et ces fournisseurs de grand public, jusqu'à présent, ils se faisaient identifier surtout par des marques. Et donc, les marques, dans le temps, se fondaient sur des principes. Il fallait être très connu, il fallait être vif, il fallait raconter une belle histoire. Et il fallait s'adresser au plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'était souvent à tout le monde, ou presque. Bien entendu, il y avait une sectorisation. Ces marques, c'était aussi un moyen de se distinguer des autres. Et donc, quand on achetait des produits génériques, on faisait des économies, mais quand on dépensait un peu plus d'argent et que donc le fournisseur gagnait un peu plus d'argent aussi, on avait une marque, et d'ailleurs on la mettait sur son t-shirt, on la mettait un peu partout. Il y en avait parfois tellement qu'on ne savait plus trop qui avait la marque, mais c'était vraiment un moyen de se distinguer pour, comme vous l'avez dit, survivre, se faire distinguer, et non pas survivre pour assurer les besoins essentiels dans lesquels il manquait la culture, mais bon, c'est une autre chose, c'est un autre débat. Ce monde-là donc est mort, et on veut voir ce qui se passe. On veut vraiment connaître d'où viennent les choses, pourquoi, et on veut que donc la marque soit transparente. Deuxièmement, il y a un clivage assumé, on s'affirme. Et voilà, on veut que la marque se dise, moi je fais ça, point. Je ne veux pas plaire. Et donc, en fait, elle essaye aussi d'inciter le consommateur à être acteur, proprement dit, de ses activités. Et donc, ça donne une nouvelle approche pour de nouvelles opportunités pour un certain nombre de créateurs qui développent des niches qui sont de plus en plus confortables, si j'ai bien compris, et qui viennent mordiller les mollets des très grandes marques qui sont maintenant à la fois, je dirais, mondiales, très mondialisées pour un grand nombre d'entre elles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien entendu prendre en compte, et il y a eu quelques exemples donc, que vous avez cités, mais ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit, mais il faut bien comprendre que maintenant, les consommateurs ne peuvent plus être considérés comme un troupeau de moutons passifs.